avec Franck, quand on a commencé un petit peu à discuter sur cette journée qui devait et qui doit être surtout un partage d'expérience, hein, puisque on n'est pas là pour asséner des vérités, mais on est là surtout pour partager des expériences, pour trouver, on va dire, des pistes, on va dire, des solutions pour pouvoir continuer à démocratiser, à diffuser le rugby, à la fois, on va dire, sur le territoire de France et puis sur un plan un peu plus national. Et donc, pourquoi inviter un historien? Parce qu'un historien, quelle utilité il peut avoir? Eh bien, justement, par l'intermédiaire un petit peu de ces quelques diapos, puisque je ne vais pas essayer de prendre la parole trop longtemps pour qu'on puisse justement bénéficier de la table ronde, je vais essayer de montrer que l'histoire est un outil d'aide à la décision et qui permet éventuellement de réfléchir sur les solutions qui peuvent être les plus adaptées sur un plan local, mais aussi sur un plan actuel au niveau de l'enseignement du rugby. Mais avant de répondre à cette question, le rugby est-il encore éducatif? Je vais faire aussi une petite histoire du rugby et de l'AEPS. Alors, il ne faut pas oublier que, on va dire, l'innovation rugbystique, elle a un terreau qui est celui du Nord, puisque dans les années 70, avec René Deleplace et donc ici Pierre Villepreux, il y avait des stages qui étaient organisés à Arras pour pouvoir penser un autre modèle de rugby qui ne soit pas le rugby, on va dire, alors à l'époque, on ne parlait pas de haut niveau, mais qui ne soit pas le rugby des adultes, mais celui d'un rugby pour les enfants et enseigné par des enseignants. Et donc, ces premiers stages ont été faits aussi alors même si la EPS n'existait pas sous cette forme, la EPS constituait un des supports. Et puis, dans les années 90, avec en particulier Jean-Louis Charlet, on avait organisé un colloque à Arras, un colloque qu'on avait appelé Gaston Pizard, parce que tout le monde ne connaît pas Gaston Pizard, qui était enseignant de PS, mais aussi qui a été un des acteurs très importants du développement du rugby dans le Nord. Et donc, c'est pour vous montrer que dans le Nord, eh bien, il y a toujours une relation très proche entre la OPS, le monde de l'éducation physique scolaire et le monde du rugby. Et puis, d'une manière plus générale, et c'est pour ça que je parlais de François Hague, eh bien, la EPS aussi a été un élément dynamique dans la réflexion du rugby à une époque où il y avait un petit peu quelques tensions entre, on va dire, la fédé d'Albert Ferras et puis les profs de rugby avec en particulier Pierre Villepreux ou d'autres. Et donc, ces enseignants de PS avaient essayé à se réunir tous les ans alors une fois à l'étranger, alors on est parti en Tunisie, au Canada, et puis une fois, on va dire, en France, et on alternait. Et donc, on va dire, ces stages d'été permettaient aussi une réflexion à la fois sur le haut niveau, et donc en particulier, c'est là où a émergé le concept d'entraînement intégré, où il y avait tout un ensemble, on va dire, de spécialistes de physiologie, et puis il y avait la présentation de tout un ensemble de recherches, mais aussi il y avait des éléments qui étaient présentés sur le rugby scolaire. Donc voilà un petit peu pour commencer cette intervention, pour vous montrer que la relation entre la fédération, le monde scolaire et le monde de l'éducation physique, eh bien, il est dynamique et il est important pour pouvoir diffuser et enseigner le rugby à la fois dans le milieu scolaire comme dans le milieu associatif et civil. Alors, je rassure tout le monde, à la première question, le rugby est-il éducatif, est-il encore éducatif? Oui, je rassure déjà. Le problème, c'est qu'il y a aujourd'hui, et on va voir, tout un ensemble d'éléments qui tendraient à remettre en cause cette dimension éducative. Mais pour bien comprendre la dimension éducative du rugby, il est important qu'on fasse un petit, on va dire, flashback historique. Et donc, même si William Webb Ellis est un mythe sur la création du rugby, et on le voit bien dans le discours du président Florian Grill, on voit souvent qu'il est annoncé que le rugby est un jeu scolaire créé à l'école. Oui, ça a été créé au collège de rugby, mais ça a été créé avec un certain nombre de valeurs. En effet, les sports athlétiques et le rugby, au départ, il ne faut pas l'oublier, est un sport d'élite et un sport de motif. Pourquoi? Parce que les sports athlétiques et le football rugby à l'époque ont été créés pour éduquer une aristocratie. Et donc, cette aristocratie, elle avait tout un ensemble de valeurs qui lui permettaient de maîtriser les valeurs du sport. Le sport, c'est quoi? C'est un sport d'initiative. Et je l'ai prédit, mais au XIXe siècle, seule l'élite aristocratique avait la capacité à prendre des initiatives.
les femmes, les ouvriers, les enfants n'avaient pas cette qualité, ces ressources pour pouvoir apprendre du français. Donc, le rugby était réservé à une élite aristocratique, sociale et masculine. Le sport, et plus particulièrement le football, était associé au progrès. Le sport, c'était l'excès. Donc, encore une fois, seule l'élite aristocratique avait la capacité à gérer ces excès. Encore une fois, les femmes, les ouvriers, les enfants n'avaient pas les ressources pour pouvoir accéder à ce dépassement. Autrement, ça déréglait la machine humaine ou ça déréglait la machine féminine, si on reprend les propos eugénistes du docteur de l'époque. Le rugby est un sport de contrôle de soi. Et encore une fois, seule l'élite aristocratique avait les valeurs morales pour pouvoir se contrôler, quelle que soit la situation. Donc, vous voyez bien qu'au départ, le rugby, quand il se diffuse dans les établissements anglais et quand il va se diffuser dans les établissements scolaires français, eh bien, c'est une culture. La culture rugby est une culture pour l'élite sociale. Et on voit bien, si on regarde les premières photographies, les premières images des championnats scolaires, eh bien, ce sont les championnats qui regroupent la plupart des lycées d'élite. Les lycées Michelet, l'école alsacienne, qui sont encore des lycées réputés. Et donc, les rugbyman jouent entre eux et pas avec d'autres personnes. Et ils jouent entre Parisiens. Donc, ça recentre un petit peu cette élite. Je vais essayer de rester le plus proche possible de l'ordinateur. Pourquoi ils jouent entre eux? Parce que c'est une éducation aristocratique. En effet, quand on regarde les manuels de l'époque, en particulier Jacques Dedé, qui a été un joueur du Stade français, qui a été international et qui a été aussi principal au lycée à Rouen, eh bien, il explique que au football, au rugby, il faut être courageux. Mais ce courage, eh bien, va permettre de pratiquer une violence réglementaire. Et tout à l'heure, quand Vincent parlait de la violence, certes, le rugby, alors, est-il violent ou est-il agressif? Ça, on en rediscutera. Mais c'est une violence qui est maîtrisée. Et pour maîtriser cette violence, il faut avoir les codes et il faut avoir les valeurs. Et encore une fois, l'aristocratie possédait à l'époque seules ces valeurs. Il faut faire preuve d'abnégation, une valeur aristocratique. Il fallait faire preuve de discipline. Et dans ces conditions-là, le rugby était une œuvre sociale, c'est-à-dire qu'il allait pouvoir être joué dans un esprit de bonne camaraderie. C'est-à-dire, c'est dans l'entre-soi, il pouvait être joué que par des gens de la même éducation. Donc, on comprend bien qu'au départ, le rugby exclut une majorité des sportifs, des hommes, des femmes et des enfants. Mais malgré tout, il y a des problématiques qui se posent dès le début du XXe siècle. On voit ici une circulaire de l'instruction publique qui, déjà en 1906, pose la question du plaquage. Et donc, l'institution scolaire va, dès le début du XXe siècle, interdire, mais pas d'un point de vue national, mais sur des, on va dire, établissements ou des rencontres très particulières, va interdire le plaquage. La deuxième problématique, elle est l'affrontement corporel. Mais à aucun moment, dans les textes, la question du toucher pose problème. Même, on a fait un travail avec Laurence Munoz sur les débuts du sport, les débuts du rugby dans les patronages catholiques, et on joue au rugby dans les patronages catholiques. C'est simplement un rapport, on va dire, la diffusion du football dans les patronages catholiques et la diffusion du rugby dans les œuvres laïques est simplement un problème idéologique de contrôle de la jeunesse. Mais l'affrontement corporel, il ne pose pas problème. Ce qui pose problème, c'est cette question technique du plaquage. Et donc, on va avoir certaines solutions qui vont être adoptées. En particulier, un jeu qui est issu de la Ligue girondine d'éducation physique et d'un docteur qui s'appelle le docteur Philippe Tissier. Et le docteur Philippe Tissier, pourquoi au départ il crée la barrette? C'est pas tellement par rapport à un problème de violence et de rapport au corps. C'est que globalement, le docteur Philippe Tissier, lui, il veut développer le sport
en France, je vais très vite, mais non pas à partir des sports anglo-saxons, du lawn tennis, de la boxe anglaise, de l'aviron, mais plutôt à travers des jeux français. Le jeu de paume, la pelote, le canoë. Et il va créer un jeu. Alors là, l'histoire reste encore à construire. On ne sait pas si c'est vraiment lui qui l'a créé, mais au moins il l'a diffusé, il l'a conceptualisé sous la forme d'un jeu de barrette. Et donc la barrette va être un jeu scolaire utilisé dans l'enseignement d'éducation physique et va être un moyen pour les femmes, les jeunes filles parisiennes, mais aussi les jeunes filles du Nord, pour s'approprier le rugby, puisque dans les années 22 à 24-25, il va y avoir un championnat de barrette qui va regrouper des équipes prioritairement parisiennes, une équipe du Nord et puis quelques équipes de tout. Et donc, on a déjà une première réponse face à cette question du plaquage qui pourrait être problématique. On va avoir certaines adaptations réglementaires. Sauf qu'entre-temps, il y a la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, elle crée un nouveau rapport de force où le rugby à 15 va retrouver sa place, en particulier par rapport à le jeu à 13, et donc va renforcer certaines valeurs autour de la virilité, en particulier par rapport au gouvernement de Vichy, travail, famille, patrie, il faut retrouver des vraies valeurs, et donc on va recentrer le rugby sur des dimensions beaucoup plus viriles. Alors ça, c'est, on va dire, Robert Passolette, qui est un spécialiste de l'histoire du jeu à 13, qui pourrait raconter un petit peu cette histoire des rapports, on va dire, un petit peu polémiques entre le jeu à 13 et le rugby à 15. Mais c'est pour vous montrer que ce jeu de barrette va disparaître, on va dire, en raison d'un contexte social, politique et économique. Pourtant, ce rugby, il reste un sport roi. Mais pourquoi il reste un sport roi? Parce que les acteurs et les dirigeants du rugby français ont un réseau qui leur permet d'être très très proches des décideurs politiques. Et on voit bien ici que l'enjeu est de, et on verra que c'est important, pourquoi je mets cette diapo, on verra que la proximité avec le pouvoir politique est importante pour pouvoir diffuser, enseigner le rugby. Vous comprendrez cette référence tout à l'heure. Après la libération, avec la création de la revue EPS. La revue EPS, c'est une revue professionnelle corporative des enseignants d'éducation physique, où, dans cette revue, on fait le témoignage d'expérience dans les établissements, on fait le témoignage d'innovation. Et en 1952, eh bien, on retrouve l'expression le rugby touché. Le rugby touché qui est un jeu préparatoire au rugby. Et ce jeu, il est conceptualisé. Alors, Rublin, vous ne connaissez pas trop, il est issu de l'École normale supérieure d'éducation physique, mais Clément Dupont, vous le connaissez tous. C'est un ancien international, on va dire d'avant-guerre, mais surtout, en fait, il fait partie de la première promotion avec Julien Sally, qui est un autre grand penseur de rugby, de la première promotion des éducateurs fédéraux rugby. Il faut savoir que pendant le gouvernement de Vichy, vont être réunis, on va dire, des moniteurs pour former la jeunesse. Et de manière spécifique, il y a un corps, un premier corps de moniteurs spécialisés rugby qui va être fait. Et donc, on a toute une conceptualisation. Et en particulier, Clément Dupont et Rublin vont réfléchir sur des formes plus adaptées du rugby scolaire. Ici, le rugby à toucher. Ce rugby à toucher, c'est le point de départ du rugby scolaire. Pour une population de 11 à 14 ans. Donc là, on voit encore que le sport, alors je ne reviens pas, mais il y a encore les IO 45, il y a 4 groupes, et donc il n'y a que l'élite qui peut éventuellement faire de l'éducation physique et de la pratique sportive. Donc, le sport, il est réservé aux 11-14 ans, et il est un jeu de transition. Ça, c'est important aussi à retenir. C'est un jeu de transition entre le jeu scolaire et ce qu'ils appellent le jeu collectif, c'est-à-dire le jeu collectif avec du combat, avec des plaquages, donc le jeu civil. C'est la première étape d'initiation au rugby. Donc là, je vous ai mis en évidence un petit peu
les éléments sur lesquels, on va dire, le rugby touché permet, on va dire, de dépasser la question de la violence, mais éventuellement, on y reviendra par la suite. Parallèlement, il y a toute une réflexion qui est entamée par les enseignants d'éducation physique. Alors, j'ai parlé de Julien Savy, mais on va connaître plutôt René Deleplace. Et donc, René Deleplace va développer le concept de rugby éducatif. Et là, on n'est plus sur ne pas faire du rugby sans plaquage, mais on est sur un rugby de l'enfant. Et donc, qu'est-ce que montre René Deleplace? C'est que le jeu à 15, il n'est peut-être pas forcément le plus adapté pour pouvoir initier, pour pouvoir éduquer les enfants. Et donc, même si avant-guerre, il y avait un petit peu cette logique-là, va être développé le concept de rugby éducatif avec une volonté de le rendre plus familier à l'ensemble de la population française. Mais en même temps, on a eu d'autres formalisations. Et il ne faut pas oublier, et là je reprends une réflexion d'André Kilis, qui pareil a été enseignant de PS, qui a été international, qui a fait partie du comité de sélection de l'équipe de France, qui explique aussi que le rugby, il est éducatif. Pourquoi? Parce que c'est une prise de risque. Mais pas n'importe quelle prise de risque. C'est une prise de risque où on apprend à se piloter individuellement et collectivement, mais on apprend à se piloter dans un affrontement corporel. Si on enlève l'affrontement corporel, ce n'est plus du rugby. On n'éduque plus de la même manière. Et donc, le rugby va être un apprentissage de la sécurité dans les affrontements corporels en identifiant les risques. Et par rapport à ce risque, eh bien, on va construire une motricité, on va construire un ensemble de connaissances qui vont permettre de jouer, non pas en sécurité, mais en maîtrisant et en préservant la sécurité, sa sécurité, mais aussi la sécurité des autres. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aussi le rugby, c'est une œuvre de socialisation. Ce n'est pas n'importe quelle socialisation. C'est une socialisation par l'affrontement corporel des combats. On peut faire de la mixité dans d'autres activités physiques et sportives en EPS. Mais la mixité, en rugby, elle s'apprend autrement. On va avoir le droit du contact, quel que soit le sexe, le genre de l'adversaire et du partenaire. On est aujourd'hui dans une société où, avec le Covid, on a créé une distance. On est dans une société où, globalement, quand on rentre dans l'espace proche de quelqu'un, c'est considéré comme une violence. Et donc, le rugby permet de créer un contexte éducatif qui permet de dédramatiser cet affrontement corporel, à la fois d'un point de vue théorique, mais aussi construire par l'expérience des expériences corporelles qui vont être éducatives et positives. Voilà un autre élément éducatif. Le rugby, il a aussi besoin d'une passerelle. Une passerelle entre deux mondes. Et là, je reprends l'ouvrage de Christian Deléris, donc prof de PS, mais aussi qui a été entraîneur de haut niveau. Il a entraîné Colémier, il a entraîné Casse. Son fils a été, alors je crois qu'il est parti, mais il a été dans l'Académie de Lille. Et donc Christian Deléris explique, il a écrit un ouvrage là-dessus. C'est que le rugby fédéral, le rugby civil, ne peut pas se passer de rugby. Et inversement, le rugby scolaire ne peut pas se passer de rugby. Sauf que il faut construire une passerelle. Il faut construire un langage fondamental identique entre eux. Et donc, c'est pour ça aussi que le rugby a intérêt à continuer cette valeur d'inclusion, d'intégration de tout. Mais pour cela, il faut aussi s'adapter à l'évolution permanente de la société. Et c'est pour ça que le rugby civil apporte des réponses et des solutions à l'EPS et au rugby scolaire, mais en même temps, le rugby scolaire va apporter des solutions et des réponses au rugby civil. Qu'est-ce qui a permis la démocratisation du rugby féminin? C'est en priorité, même si on va voir aujourd'hui, ça évolue un petit peu, c'est le rugby scolaire, c'est le rugby universitaire.
S'il n'y avait pas eu ce levier-là, eh bien, le développement du rugby féminin aurait été beaucoup moins important. Donc, il y a une passerelle nécessaire entre ces deux mondes. Le rugby évolue en fonction de la société. En effet, le rugby, aujourd'hui, on le voit, il a connu, et là je reprends les processus mis en évidence par Christian Potiello, qui est un sociologue, qui a travaillé sur le rugby, la guerre des styles, il a lu France. Et donc, globalement, qu'est-ce que met en évidence Christian Potiello? Il met en évidence que les pratiques sportives se sont massifiées et diversifiées. Le rugby a connu cette massification et connaît cette massification. Si on regarde l'évolution du nombre de licenciés depuis la fin du XXe jusqu'au XXIe siècle, il y a une explosion. Il a connu une diversification à la fois dans la sociologie des pratiquants, mais on va le voir aussi tout à l'heure dans la diversification des pratiques. Le rugby, comme les autres sports, il s'est féminisé. Féminisation des pratiques. On en discutera tout à l'heure avec lui, mais le handball, lui, a été innovant par rapport à ça et anticipé par rapport à ces dimensions-là. Et donc, on a par exemple, on est à Béthune, il y avait, il me semble, un club de handball féminin de haut niveau, qui était l'équivalent, quelque part en termes médiatiques, des filles de Clermont du basketball. Donc, voilà, le rugby a eu cette féminisation. Allongement de la durée des cycles de vie sportifs. Aujourd'hui, il y a le troisième âge, le quatrième âge qui s'engage dans la pratique sportive. Alors avant, le troisième âge du rugby se limitait à gérer le comptoir du clubhouse. Maintenant, on voit bien qu'il y a des pratiques qui visent à intégrer, on va dire, les joueurs, on va dire, un peu plus mûrs en âge, sur des pratiques qui leur sont adaptées pour pouvoir allonger la durée. Et puis, recherche de modes d'organisation à faible contrainte. Je vais prendre l'exemple très concret. Le basket de rue, les plus sportifs. C'est peut-être là où, globalement, le rugby a encore des innovations à faire. C'est-à-dire que certes, et de manière très positive, on distribue des ballons dans les écoles, mais dès qu'il y a une petite pratique qui émerge, on vise à la codifier, on vise à la réglementer, et puis on a créé un championnat de rugby à 5. Ça ne pas parce que c'est une pratique spontanée, comme on le voit en Nouvelle-Zélande, le soir, il y a les familles qui réunissent, pratiquer. Il n'y a pas globalement de championnat, c'est simplement un moment de socialisation. Alors, peut-être, voilà, il y a des choses peut-être qui pourraient être réfléchir sur un rugby avec un mode d'organisation à faible contrainte, qui nécessite bien entendu une licence pour des questions d'assurance, mais qui permettrait, on va dire, des pratiques plus ponctuelles, plus spontanées, et peut-être moins hiérarchisées, codifiées. Et là, la logique, on va dire, fédérale. Le problème, c'est que le sport évolue, mais aussi on a de nouveaux élèves. Alors, je ne parle même pas de nos nouveaux rugbyman. Moi, je les appelle, on a les générations Google. C'est-à-dire qu'ils appuient sur Google et ils ont la réponse. Et donc, pour eux, le sport, le rugby, c'est la même chose. Et donc, il n'y a pas cette culture du temps long. Parce qu'on ne peut pas jouer au rugby comme le fait El Tamac, comme le fait Dupont, du jour au lendemain. Ce n'est pas instantané. Et donc, la plupart du temps, alors j'ai pris des images de foot sur une autre conférence, mais tout le monde veut faire des chiffres-terra, tout le monde veut imiter Dupont. Sauf que les enfants oublient la culture de l'effort. C'est pour pouvoir arriver à ce niveau de performance. Alors j'aurais pu mettre en effet des images de joueuses de rugby. C'est la même chose. Mais pour arriver à un certain niveau de performance, il faut des efforts. Or, nos élèves, les enfants, ils ont perdu cette culture de l'effort. Et en même temps, ils ont oublié que l'effort, c'est de la répétition. Or, ils veulent de suite avoir un produit instantané. Ils veulent réussir immédiatement. Et donc, dans le rugby scolaire comme dans le rugby civil, il est important aussi d'avoir cette culture, pardon, je disais trop vite, de cette culture, je pense avoir mis la diapo, de laisser erreur. Le rugby, il a la chance de pouvoir, on a la chance de pouvoir faire des erreurs en rugby. Pourquoi? Parce qu'on légitime cette erreur, on la corrige par le collectif. C'est ça aussi une des valeurs du rugby. C'est que le collectif, il est là pour aider
celui qui n'a pas réussi. Il est intégratif. Et donc, c'est cette dimension-là aussi qui, dans le domaine de l'EPS, peut être exploitée. On a discuté avec Franck, qui peut être aussi exploité dans le rugby, mais dans d'autres formes. Lui, le rugby a évolué. On est passé du social player au social gamer. C'est-à-dire, pour faire vite, casque d'or, Jean-Pierre Rive, qui était amateur et qui faisait du rugby pour son plaisir, même s'il y avait l'amateurisme marron. Et donc, ça veut dire que les enfants à cette époque-là, ils s'identifiaient à Jean-Pierre Rive, mais ils savaient que c'était un jeu, un plaisir. Aujourd'hui, les social gamers, c'est on s'identifie à Thomas Ramos pour en faire son travail. Et donc, ça modifie complètement l'image et le rapport au jeu. C'est-à-dire que le rugby devient un travail. Et donc, par rapport à ça, globalement, les moyens sont permis. Et puis, il y a cette vedétarisation. Alors, de mémoire, parce que j'ai pas pris toutes mes notes, mais ça commence avec le Talon d'Or, créé par Société Générale. Je crois que c'est dans les milieu des années 80, qui, globalement, va créer déjà la culture de la vedette. Avant, casque d'or, c'était du populaire, c'était Roger Coudert, mais c'était, on va dire, d'une manière, un casque d'or, mais collectif. Et puis, avec le Talon d'Or, puis Canal+, la nuit du rugby, puis avec les trophées de World Rugby, on va individualiser la performance. Et donc, le rugby, il est confronté aussi à cette individualisation. Et donc, nos élèves, ils sont plus centrés sur une dimension collective, mais plutôt sur une image individuelle du rugbyman. Et donc, ça transforme les apprentissages. Et puis, ce n'est pas une critique, bien entendu, c'est constructif. Le rugby, mais comme d'autres, sont passés sur le modèle du ranking. Alors, l'équipe de France essaie d'avoir la meilleure place pour avoir, on va dire, la meilleure poule à la Coupe du Monde, mais la fédération française, comme les autres fédérations, sont sur la base pyramidale coubertin. Et donc, globalement, et progressivement, on recherche le top 100, le top 20, etc. Et donc, ça individualise encore une fois la performance, et ce sont des valeurs, alors qui sont nécessaires à la haute performance, mais peut-être qui sont à maîtriser aussi d'un point de vue scolaire. Et donc, pour répondre à toutes ces mutations, il y a eu une hybridation du rugby. Alors, j'ai pris quelques formes. Une hybridation du rugby avec le beach rugby, une hybridation du rugby, et ça va être l'objet, un des éléments de débat, le rugby à 5, rugby à toucher. Alors après, il y a des dimensions institutionnelles. Et puis surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est un rugby hybride qui a intégré des personnes vulnérables. Regardez en 100 ans l'avancée. Un sport réservé à une élite sociale, à une élite physique, qui est aujourd'hui accessible à des personnes vulnérables qui sont en fauteuil, qui est accessible à des personnes vulnérables. Non, c'est une conférence. Par rapport à des maladies. On voit tout ce qui est développé par rapport, par exemple, pour la réintégration des femmes par rapport au cancer du sein, par exemple. Hein. Mais aussi, on a du rugby adapté. Et l'année dernière, avec la Ligue des Hauts-de-France, on avait fait, c'était l'année dernière, Coupe du Monde, on a fait un colloque sur le rugby, inclusion et handicap. Donc, le rugby, aujourd'hui, s'est développé et cherche et trouve et réussit à intégrer de nouveaux publics et de nouvelles populations. Sauf que il y a d'autres évolutions. Alors Vincent en a parlé, certes. Alors il faut aussi se méfier de la médiatisation de certains reportages dans l'équipe ou ailleurs qui essayent, on va dire aussi, de transformer certaines réalités. Il ne faut pas les nier. Il y a eu des accidents, il y a des débordements. Mais voilà. Et donc, face à ces accidents, il y a eu des solutions, mais des solutions qui sont sous contrainte. Par exemple, par rapport à l'événement de Dantin, et puis malheureusement, ça ne s'est pas passé dans le milieu scolaire, mais dans d'autres rencontres, il y a eu la question du plaquage. Supprimer le plaquage ou pas? Si on supprime le plaquage, on va voir que c'est peut-être plus du rugby. Donc, une des premières réponses qui a été trouvée, c'est de faire une solution procédurale, le permis de plaquer. Et ça, je trouve que c'est une belle idée. Alors, c'est Jean-Jacques Sartou qui, dans sa thèse, l'avait déjà un petit peu évoqué sur ce permis de plaquer. Sauf que ce permis de plaquer, il en reste au procédural.
c'est-à-dire qu'il en reste au discours. Et je pense qu'il faut aller plus loin dans ce permis de plaquer. C'est-à-dire qu'à la fois, il doit y avoir, on va dire, un passeport qui est théorique, qui est procédural, déclaratif, mais on doit avoir aussi un passeport qui doit être physique pour pouvoir identifier les différents prérequis. Alors, je sais qu'il y a une journée qui a été faite il n'y a pas longtemps au CNR, hein, qui a travaillé là-dessus. Donc là, je trouve que c'est une réflexion et une avancée très importante. Et voilà, qui peut, on va dire, encore une fois, être une passerelle entre le rugby civil et le rugby scolaire. Et donc, dans ces prérequis, il me semble qu'il y a une progressivité à construire. On a un rugby à toucher. Quels sont les indicateurs qui vont me permettre de dire que ce jeu préparatoire va me permettre de passer au rugby plaqué? Parce que c'est pas plaqué, c'est une posture complètement différente. Et on avait discuté avec Franck, il y a la même problématique en judo. En judo, le sport de combat, on est au sol, on est en sécurité. Sauf que à quel moment on va passer sur les projections debout? Et donc, voilà, c'est toute une réflexion didactique, pédagogique à construire par rapport à ça. Mais aussi, quelle formation des enseignants de PS? Parce que le rugby, comme l'ensemble des pratiques sportives, et on en discutera tout à l'heure avec lui, mais le rugby, comme l'ensemble des activités physiques et sportives en EPS, c'est avant tout l'enseignant. On enseigne ce que l'on est. Et si on a peur du plaquage, et si on a peur du rugby, eh bien, il est bien entendu qu'on ne va pas l'enseigner, ou alors on va l'enseigner avec du danger. Et donc, là se pose toute la problématique de la formation des enseignants. Alors, j'ai mis une image du CNR, une formation des enseignants de PS, il y a du plaqué, et c'est bien. Et j'ai permis de mettre une photo personnelle. J'interviens dans le cadre de la protection judiciaire de la jeunesse, des formations nationales, et donc on fait du rugby plaqué. Pourtant, eux, ils ont des élèves, ils ont des gamins avec des problématiques très très fortes. Et donc, il ne faut pas négliger, et même en Belgique, on fait du rugby à plaqué à Louvain-la-Neuve. Pourquoi la formation des enseignants de PS est importante? Eh bien, parce que le rugby en EPS et en STAPS est un objet d'enseignement en péril. Alors là, aujourd'hui, vous avez compris, vous avez su que Bayrou et notre ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, j'allais oublier, et donc veulent refondre les concours, le CAPEPS. Sauf que l'année dernière, voilà le projet CAPEPS. Oral 2, oral 1, pas de rugby. Ça pose problème. Au moins, ça nous pose problème. Et donc, voilà. Et cette question-là, elle est importante à débattre.